Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons le récap 2 de votre magazine La Côte d'Ivoire en marche par les investissements pour la CAN 2023. Plateau, stade Félix Houphouët-Boigny. Il est aussi appelé le Félicia, nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il est sorti de terre il y a 60 ans. Les travaux de réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny ont été lancés le 13 novembre 2020. Terrassement global, réhabilitation complète de l'aire de jeu en gazon naturel, réhabilitation de la piste d'athlétisme, mise en place d'une couverture complète en métallo-textile pour l'ensemble des gradins, réhabilitation des locaux existants, y compris des vestiaires. Bref, cette œuvre s'inscrit dans le cadre de la construction, l'équipement et la réhabilitation des infrastructures sportives devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. La rénovation de ce stade modifie qualitativement l'environnement du plateau. Le Félicia demeure donc le plus grand stade de Côte d'Ivoire devant le nouveau stade de la paix de Bouaké, construit en 1983 à la faveur de la CAN 84. C'est au total 19 infrastructures sportives, dont 16 sous Félix Houphouët-Boigny, qui constituent le patrimoine de la Côte d'Ivoire en matière d'acquis sportifs. Mais le hic est que ces différentes infrastructures étaient très délabrées, faute d'entretien et de maintenance. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles le sport était relégué aux oubliettes. En 2012, le chef de l'État vient avec une nouvelle vision pour relancer le secteur, facteur de rassemblement et de cohésion sociale. Pour le gouvernement, les défis du sport en Côte d'Ivoire sont clairs. Il s'agit de contribuer au bien-être des populations, à la cohésion nationale, à l'intégration des populations vulnérables et à l'insertion professionnelle des jeunes. Il s'agit également de représenter honorablement la Côte d'Ivoire lors des compétitions internationales, contribuer au respect des règles sociales. Pour relever ces défis, il fallait mener des actions dont les plus significatives sont les réformes institutionnelles et réglementaires, les appuis financiers au mouvement sportif, le renforcement de la présence de l'administration sur le territoire national, le développement de l'offre d'infrastructures sportives, l'encadrement du mouvement sportif afin que l'émergence de la Côte d'Ivoire se construise progressivement avec les infrastructures sportives. Le sport étant l'une des seules activités humaines qui ignore les frontières et qui parvient à transcender les idéologies. La Côte d'Ivoire y met les moyens, avec ses partenaires, dans la dynamique de la vision de la Côte d'Ivoire solidaire. Désormais, il faut compter avec le sport, pratiqué sur des stades de haut niveau en Côte d'Ivoire. Le pays accueille la compétition africaine de football en 2023. Les préparatifs qui ont commencé depuis belle lurette vont bon train. Des engins sur le terrain, le vrombissement des machines, des ouvriers à l'œuvre et enfin des 4 stades de la CAN 2023 dressés. Les travaux avancent. Yamoussoukro, stade fin prêt. Les 4 terrains d'entraînement, lycée scientifique INPHB Centre, INPHB Sud, le terrain de l'hôtel parlementaire à proximité de la ville, réhabilitation des aires de jeu, des vestiaires et des éclairages, le point des travaux. Gazon synthétique en 4 étapes principales. D'abord, travaux d'infrastructure, travaux de fer et de grillage, ensuite des traçages et au bout, ce visage reluisant, vu du ciel,
Le stade de 20 000 places est entièrement couvert. Ce joyau architectural doit accueillir l'équipe nationale de football et la CAN 2023. Les travaux de construction ont débuté en août 2019. Ce sont 700 ouvriers sur place qui se meuvent au quotidien afin de livrer le stade dans le délai. Peinture extérieure, les escaliers, le parking VIP, quelques retouches pour que le stade de Yamoussoukro soit complètement achevé. Yamoussoukro, Bouaké, 108 km, 1h30 de route, stade de la paix en pleine mue avec une cité cadre. Capitale du Béké, des ouvriers à la tâche, on pose des pavés. La cité Cannes fait partie du dispositif. Les dernières mises au point des infrastructures d'hébergement dans un environnement pour shooter le ballon rond. À Bouaké, deuxième grande ville du pays, l'ancien stade a été rénové. Il est passé de 25 000 à 40 000 places. Le stade de Bouaké est sur le point d'accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il répond aux normes internationales. L'édifice se métamorphose en un stade de type anglais, sans piste d'athlétisme. Il est doté d'une charpente au-dessus des tribunes. La loge officielle, les gradins, les vestiaires, les grilles de protection ainsi que l'infirmerie ont été entièrement rénovés. À cela, il faut ajouter les salles de bain, les toilettes des joueurs et celles du grand public qui ont été refaites. Au niveau de la sécurité, rien n'a été négligé. Des murs ont été érigés à la sortie des vestiaires pour éviter tout contact des joueurs avec le public. Stade de la paix, terrain d'entraînement, cité Cannes, piscine municipale, stade de Korogo. Ce sont au total 5 villes ivoiriennes qui accueilleront la compétition. Direction Korogo, l'espace dédié à l'infrastructure s'étend sur une superficie de 50 hectares et le stade sera construit sur 20 hectares. Outre la réalisation de ce terrain de football flambant neuf, 4 terrains d'entraînement sont également construits. Ce joyau, une fois achevé, va changer le visage de Korogo. Pour les populations, c'est une étape significative dans la marche vers l'émergence. Korogo est la 4e ville de la Côte d'Ivoire en termes de population et d'économie. La ville est située dans le nord de la Côte d'Ivoire, à 635 km d'Abidjan. Korogo signifie héritage en langue sénoufo. San Pedro, dans cette ville balnéaire, un stade de 20 000 places est en construction. Le stade est situé à 2,5 km du centre-ville. Il est bâti sur une superficie de 18 hectares et une aire conséquente réservée au parking. Un aperçu du joyau architectural qui contribuera à n'en point douter au développement économique de la cité balnéaire. Un stade, une cité Cannes constituée de 32 villas et 4 terrains d'entraînement. La Côte d'Ivoire peaufine donc les 6 stades qui serviront de théâtre à la CAN 2023. À Abidjan, le stade olympique de Bimpe, baptisé Stade Alassane Ouattara, est un stade polyvalent. Il peut accueillir du football, du rugby et de l'athlétisme. C'est le stade national qui abritera l'ouverture et la clôture de la CAN. Le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe a été inauguré le 3 octobre 2020. Ce fruit de la coopération ivoiro-chinoise est confronté à de nombreux dysfonctionnements au niveau de la pelouse, des vestiaires et de l'électricité. Des corrections sont en cours. Alors, CAN 2023, 4 stades, 24 terrains d'entraînement, le boom des infrastructures sportives est à saluer. Mais votre émission La Côte d'Ivoire en marche nous donne une belle opportunité de montrer que quelles que soient les vicissitudes, quelles que soient les intempéries conjoncturelles, quelles que soient nos difficultés passagères, ce qui nous rassemble, c'est d'abord notre pays, la Côte d'Ivoire. Et comme vous le constatez, elle est en marche. La Côte d'Ivoire continue sa marche avec la modernisation et la professionnalisation de l'agriculture. Les temps forts.
Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ce slogan, porté par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, pour traduire sa politique agricole solide et volontariste de la Côte d'Ivoire, continue de sonner dans la mémoire de milliers de planteurs. C'est devenu une marque indélébile. Nous étions dans les années 80. Plus d'un demi-siècle après, son écho reste semé dans l'esprit des Ivoiriens. De génération en génération, tout le monde retient que l'économie ivoirienne repose essentiellement sur l'agriculture. Le secteur agricole représente entre 20 et 25% du PIB de la Côte d'Ivoire, plus de 66% des recettes d'exportation et les 2/3 des sources d'emploi et de revenus de la population, selon la Banque mondiale. Sans l'agriculture, la balance commerciale est négative. En Côte d'Ivoire, l'agriculture est par conséquent à la fois un patrimoine et l'avenir du pays. C'est le poids lourd de l'économie. Avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, on consolide les bases en mettant en place un programme de dynamisation et de modernisation du secteur agricole. Il s'agit du Programme national d'investissement agricole, le PNIA 1. Les objectifs du PNIA 1 ont été quasiment atteints. Près de 2 millions d'emplois directs créés à la fin décembre 2019. Augmentation des productions de rente à plus de 7 millions de tonnes. Culture vivrière, près de 19 000 tonnes en 2019. Enfin, augmentation des revenus des producteurs de plus de 4 000 milliards en 2012 et de plus de 10 000 milliards en 2019, soit plus du double par rapport à la période initiale. Pour 2018-2025, le Programme national d'investissement agricole phase 2, le PNIA 2, est évalué à 12 000 milliards de francs CFA. Le gouvernement ambitionne de faire de l'agriculture ivoirienne un secteur durable, créateur de richesses partagées. Quelques projets réalisés à l'intérieur du pays. Appui à la production de semences de bonne qualité, maïs, manioc, igname sur 30 hectares, la production maraîchère sur 50 hectares, l'acquisition de 39 unités de transformation de manioc, de maïs et autres produits agricoles appuyés, l'installation de 2 chambres froides, l'acquisition de 280 unités modernes de production de miel et de 7 unités modernes d'extraction et de conditionnement de miel, la réhabilitation de 34 km de pistes rurales, l'acquisition de 55 tricycles et 14 camions, 2 tracteurs et la mise en place d'un fonds des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire a opté pour la mise en place d'agropoles. Au-delà de rendre l'agriculture plus compétitive, on trouve les agropoles dans 9 régions de la Côte d'Ivoire, dont celle du Bélier. C'est le projet pilote. Ces agropoles prévoient la mise en place d'infrastructures de base, santé, éducation, électrification, adduction d'eau potable, réhabilitation de bureaux administratifs, véritable système agricole intégré. Il s'agit de contribuer à l'émergence d'un pôle agro-industriel dans la région du Bélier à travers une dynamisation des filières agricoles porteuses, notamment le manioc, les légumes, porcins, poissons et le maïs. L'autre particularité de ce système, c'est la bonne place accordée à l'entrepreneuriat, avec la formation des jeunes en vue de la création d'entreprises agropoles. Visite des périmètres maraîchers à Soubiakro, Zata et Yobouekro, les femmes affirment leur autonomie dans la gaieté. Capsu Komorossou, à 55 km de Yamoussoukro, où un château d'eau dessert 5 villages environnants. Après Komorossou, direction Nguessankro et Bofia, dans la sous-préfecture de Toumoudi. La route était coupée depuis plusieurs années. La construction de ce dallo vient désenclaver tous les villages environnants. Mais des défis restent à relever pour une agriculture moderne et compétitive, notamment au niveau de la transformation des pistes rurales et de l'installation des jeunes. Les bénéficiaires des différents projets du ministère de l'Agriculture soulèvent des préoccupations qui ont besoin de réponses. Et pour en parler, nous sommes avec M. Komoué Bernard, représentant le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Avec lui, nous allons faire le point des actions du gouvernement dans le secteur agricole qui se modernise là de plus en plus. Et nous sommes à Kpangbassou, à 2 km de Yamoussoukro. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, madame.
Première préoccupation pendant notre tournée à l'intérieur du pays, la première préoccupation des bénéficiaires concerne leur installation. Merci madame, merci pour l'occasion que vous nous donnez pour nous exprimer sur ce sujet. Et il faut dire que dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA, un accent est mis sur la professionnalisation, notamment comment orienter les jeunes à être plus professionnels dans le secteur agricole. Et pour ça, il y a des formations qui sont effectuées pour les encourager à être des véritables, on peut dire, des entrepreneurs. Donc dans ce cadre-là, il est clair, un mécanisme de financement doit pouvoir les aider à s'installer sous forme d'appui véritable. Donc c'est dans cette dynamique que nous sommes en train de mettre en place ce fonds. Monsieur Komoué, maintenant nous allons faire un bilan de vos actions de 2011 à 2020. L'objectif du PNIA 1, c'était véritablement d'assurer la croissance, la production, aussi de restaurer les facteurs de production à la sortie de crise. Donc là, vous avez vu des projets pour lesquels on a pu subventionner, on peut dire, en termes d'intrants. Il y a eu d'autres projets de développement. On a eu le projet dans le nord sur les petits exploitants avec les partenaires comme le FIDA. On a eu des réformes aussi, notamment dans le secteur, que ce soit avec le Conseil Café Cacao, la création du Conseil Coton Anacarde, et récemment la création du Conseil EVA Palmier. Comme vous regardez, nous avons eu une croissance au-delà de ce que nous avons estimé. On s'attendait à 6% de croissance de la production, nous avons atteint 9%. C'est aussi la stabilisation des activités agricoles. Pour certains, pour la création de l'emploi. Donc on a eu plus d'1 million d'emplois créés ou d'emplois stables dans le secteur. Sans oublier, l'une des activités phares, c'est la promotion même du secteur agricole. Vous avez vu maintenant, le Sahara a été relancé depuis 2015. Les éditions, chaque année, c'est une bonification d'année en année. Donc en gros, c'est véritablement, on peut dire, les résultats même qui sont montrés au-delà du terrain sont visibles même au Sahara. Lorsque vous y arrivez, vous sentez qu'il y a eu une émulation dans le secteur depuis 2012 au regard de tous les investissements qui ont été réalisés. Et là, nous sommes à côté d'un tracteur, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez confirmer devant les téléspectateurs, les planteurs, les agriculteurs, en fait toute la population ivoirienne, que l'agriculture se modernise de plus en plus? L'une des préoccupations, c'est la mécanisation. Nous avons identifié, comme dans notre secteur, nous avons un nombre important de petits producteurs. Chacun ne peut pas acquérir un tracteur. Donc là, il y a le développement des centres de mécanisation qui sont en train d'être mis en place. Nous avons le centre de mécanisation de Napier, de celui de Tissiné-Matiali qui est en place, qui permet de faire des prestations autour des acteurs. Merci, M. Komoué Bernard. C'est moi qui vous remercie. Ce magazine permet donc de sillonner le pays pour montrer aux Ivoiriens ce que le président de la République fait. C'est pour ça que je voudrais féliciter cette équipe qui est vraiment à notre disposition et qui travaille de façon professionnelle. Moderniser l'agriculture pour lutter contre la vie chère. Dans ce domaine, il existe des instruments de mesure. Hausse incontrôlée de certaines denrées sur le marché, en particulier des denrées de première nécessité, la situation préoccupe le gouvernement ivoirien. Conscient des difficultés que rencontrent les populations, le chef du gouvernement tape du poing sur la table lors d'une réunion avec les différents acteurs de la chaîne de valeur des produits de grande consommation, le secteur privé, pour trouver une solution durable à la flambée des prix. À l'issue de la rencontre, Patrick Kachi promet des mesures fortes dans les jours à venir. Des mots, ensuite des actes. Le Premier ministre lui-même va peser le panier de la ménagère. 2 juillet 2021, Patrick Kachi au Forum des marchés d'Adjamé. Le panier est désormais remplacé par un sac
il pèse de moins en moins. Alors, il faut une solution urgente. Sur place, le Premier ministre annonce la réactivation et le renforcement des actions du Conseil national de lutte contre la vie chère. L'objectif affiché est clair, mettre fin à l'augmentation excessive de certaines denrées alimentaires. Créé par décret numéro 2017-410 du 21 juin 2017, le Conseil national de lutte contre la vie chère est chargé d'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation. Présidé par le Premier ministre, le Conseil se présente comme un cadre permanent d'échange entre le secteur privé et le secteur public, entre les opérateurs économiques et le gouvernement, entre les syndicats, les associations de consommateurs et le gouvernement. Entre 2014 et 2017, les enquêtes d'opinion réalisées ont montré que les trois principaux postes de dépenses des ménages ivoiriens sont le logement, 13%, le transport, 12% et l'alimentation, 25%. Concernant justement l'alimentation, le coût élevé des produits vivriers est lié au climat, caractérisé par une faible pluviométrie. Cela affecte la disponibilité des produits face à une forte demande. L'éloignement des zones de production par rapport à la ville d'Abidjan affecte la fréquence des approvisionnements et impacte les prix à la hausse. Enfin, la croissance démographique, marquée par une urbanisation galopante, le coût du transport, l'existence de cartels et les pratiques spéculatives et anticoncurrentielles, expliquent aussi le renchérissement des produits. Depuis 4 ans, plusieurs mesures matérialisent la volonté du gouvernement de protéger le pouvoir d'achat des ménages. Parmi ces mesures, le plafonnement des prix et la surveillance plus accrue de l'application des vrais prix sur le marché. Le plafonnement des prix et des marges a concerné le riz, le sucre, l'huile de table raffinée, la tomate concentrée et le ciment. Ces produits de grande consommation faisaient l'objet de spéculations. La mesure a été appliquée avec succès pendant 6 mois, jusqu'en janvier 2018. Au bilan, sur 14 845 magasins visités, il a été enregistré 1206 cas de non-respect des prix plafonnés, soit 92% de succès. Le gouvernement ivoirien est donc déterminé à lutter contre la vie chère. Création et réhabilitation de centres de groupage et de marchés de gros, le Cadboaké, dans les principales zones de production du vivrier. Au plan institutionnel, le gouvernement a réorganisé le Conseil national de lutte contre la vie chère pour en faire l'instrument d'orientation, de pilotage et de suivi de la mise en œuvre des actions contre la vie chère. Le Conseil, dont la reprise des activités a été annoncée par le Premier ministre Patrick Achi. La Commission de la concurrence a aussi été installée pour lutter plus efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles et les ententes commerciales. L'Office pour la commercialisation des produits vivriers, OCPV, est aussi en cours de réforme. Pour compléter ce dispositif, un Conseil national de la consommation, plateforme d'échange entre les consommateurs, le secteur privé et l'administration a été créé. Outre ces acquis, le gouvernement ne cesse d'afficher sa ferme volonté de travailler en étroite collaboration avec le secteur privé et de faire du dit secteur le véritable moteur de la croissance économique, source de création de nouvelles unités de production, d'emplois et de services nouveaux pour accompagner les entreprises dans leur quête constante de compétitivité. Ainsi, l'État définit les grandes orientations de sa politique économique et crée un cadre propice devant permettre d'atteindre ses objectifs pour le bien-être des populations. Dans ce contexte, certains modes de financement tels que le partenariat public-privé peuvent permettre au gouvernement de Côte d'Ivoire d'atteindre cet objectif. Par ce biais, le secteur privé apporte du savoir-faire et des ressources financières qu'il est prêt à investir. Le 1er avril 2019, le gouvernement signe une convention de délégation de services publics de métrologie légale portant sur les vérifications primitives des appareils et instruments de mesure, ainsi que les préemballés. Les instruments peuvent contribuer, selon des experts, à la normalisation des prix. Je vais prendre un exemple simple. Vous allez au marché, devant le boucher, vous souhaitez acheter 2 kg de viande à raison de 2500 francs le kilo de viande. Vous remettez 5000 francs au boucher et en retour, il doit vous donner 2 kg de viande. En définitive, vous vous rendez compte que c'est 1,8 kg qu'il vous a donné. Vous vous rendez compte que la transaction n'a pas été loyale, la transaction n'a pas été transparente et la transaction n'a pas été équitable. Alors, si vous avez une famille moyenne de 5 personnes où vous avez besoin de manger
2 kg de viande par semaine, vous comprenez que si on vous sert 1,8 kg, vous ne pourrez pas atteindre la fin de la semaine. C'est la raison pour laquelle le contrôle des instruments de mesure est assez important parce qu'il a un impact réel sur le pouvoir d'achat de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un budget que vous avez alloué pour, par exemple, acheter du carburant pour le mois et que la quantité de carburant ne vous est pas servie, il va de soi que votre budget va tourner 2 fois plus vite que vous ne le pensez. Si vous avez un budget pour construire une maison, que la quantité de ciment contenue dans le paquet de ciment n'est pas les 50 kg, vous comprenez que vous mettrez beaucoup d'argent pour avoir une quantité de ciment qui vous permettra, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il appartient aux populations de s'assurer que les instruments de mesure qui sont utilisés sont des instruments qui sont conformes et qui débitent les bonnes quantités. La grande partie des distributeurs de carburant se trouve sur Abidjan et sa périphérie. Et nous avons constaté, hélas, que 39,84% des distributeurs de carburant que nous avons vérifiés ne débitaient pas correctement le carburant aux Ivoiriens. C'est énorme. Cela veut dire, pour un exemple simple, si vous avez le litre du gasoil à 600 francs, que vous demandez 20 litres de gasoil, vous serez en mesure de débourser 12 000 francs CFA pour recevoir 20 litres de gasoil. Mais dans des cas, nous avons remarqué que ce n'était pas 20 litres de gasoil en fonction des instruments de mesure que nous avons utilisés, que ce soit 17,80, 16,90 ou parfois même 14 litres qui sont vendus. Mais c'est tout à fait normal parce que ce carburant est vendu à travers des instruments de mesure qui est la pompe. Cette pompe se détraque, cette pompe peut être déréglée de par la volonté de celui qui vend le carburant ou peut être détraquée de façon naturelle. Donc nous, météorologues, nous intervenons avec les sociétés prestatrices de ces stations d'essence qui viennent, qui ajustent ces pompes. Nous refaisons des essais météorologiques et nous voyons jusqu'à quel niveau ces contrôles sont considérés comme des contrôles efficaces. Voici ce que nous avons pu constater pour le moment sur le terrain. Je voudrais donner l'exemple de la bouteille de gaz qui est un préemballé. Un préemballé met en évidence 3 notions fondamentales. Le contenant, qui est la bouteille, le contenu, qui est le gaz, et l'inscription portée sur le contenant, 28 kg, 6 kg ou 12 kg. Cette quantité de gaz est vendue à un prix donné. Malheureusement, cette quantité de gaz n'a été embouteillée hors de la vue du consommateur. Donc le consommateur arrive dans une station d'essence ou dans un lieu de vente d'un dépôt de bouteilles de gaz et demande à acquérir les 28 kg de gaz. On lui donne une bouteille. Quelle est l'assurance que vous avez que cette bouteille contient effectivement les 28 kg? Il y a lieu donc de faire un contrôle au moment où on embouteille ce gaz-là pour s'assurer que la quantité que la société qui distribue ce gaz, que la quantité exacte a été mise à l'intérieur de la bouteille. Sans cette vérification, les populations sont laissées à elles-mêmes. Elles ne savent pas à quel sens se vouer. Le rôle de la météorologie, c'est de s'assurer que l'instrument qui a servi à vérifier la quantité exacte mise dans la bouteille de gaz est un instrument qui est conforme aux caractéristiques qui lui ont été édictées par son fabricant. La métrologie concerne aussi les compteurs d'électricité. Scientifiquement, il s'agit des solutions à haute technologie, étalonnage ou vérification des instruments de mesure dans toutes les grandeurs. Masse, température, pression, débit, niveau, force, électricité, bref, de l'analyse des matériaux ultra rapides au pesage de la plus haute précision en passant par la synthèse organique automatisée, la manipulation ergonomique des liquides et le contrôle qualité. La métrologie reste la solution pour les consommateurs et les entreprises. Dans les tout prochains jours, des actions urgentes seront lancées pour amener les prix à des niveaux raisonnables et compatibles avec le pouvoir d'achat des populations. Le gouvernement ayant renforcé son dispositif de lutte contre la vie chère. C'était là les temps forts de la Côte d'Ivoire en marche, récap 2.
Des temps forts sélectionnés par Cissé Images. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.